Bienvenue dans le débat sur France 24. Les températures mondiales ont une chance sur deux d'être temporairement supérieures à 1,5 degré dans les 5 années à venir, selon les Nations Unies. L'organisation tire à nouveau la sonnette d'alarme alors que la 15e COP contre la désertification et l'appauvrissement des sols a démarré à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La conférence s'attaque à la sécurité alimentaire et la biodiversité jusqu'au 20 mai. 197 pays, dont une dizaine de chefs de l'État africains, sont présents. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen y participent via une vidéo. L'objectif, c'est la lutte contre la dégradation des terres qui touche 40% de la surface de la planète et qui affecte la moitié de l'humanité. La communauté internationale va-t-elle se mobiliser alors qu'elle s'engage à tendre vers un monde sans dégradation des sols et à restaurer 1 milliard d'hectares avant 2030 ? Une telle promesse nécessite 1,5 milliard d'euros. Quelle est l'ampleur finalement de cette désertification et à quoi peut-on s'attendre alors que les épisodes de sécheresse touchent la planète entière? Famine, pénurie, les conséquences sont multiples. Quelles réponses peut-on apporter? Quelles solutions mettons en avant à Abidjan pendant cette COP? Sécheresse, la prochaine pandémie, on en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Arnaud Gauffier, bonsoir. Vous êtes directeur des programmes WWF en France et vous êtes également ingénieur agronome. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Thomas Friand, bonsoir. Économiste, fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomatie. Bienvenue à vous également. Nous avons en duplex de Bruxelles Benoît Biteau, eurodéputé du groupe Les Verts, vice-président de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural au Parlement européen. Vous êtes aussi vous-même, vous possédez une ferme en agroforesterie. Bienvenue dans le débat également. En duplex d'Abidjan, nous avons notre correspondant Samuel Bernard. Samuel, bonsoir. On retrouvera également à Abidjan un peu plus tard dans cette émission Emmanuel Sec, environnementaliste. Et puis nous irons aussi à Niamey, au Niger et au Pérou, retrouver nos correspondants pour faire justement une sorte de panorama de cette sécheresse mondiale. La COP 15 donc a démarré à Abidjan, vous le disiez, en Côte d'Ivoire, un des pays africains les plus touchés par la déforestation. 90% de la surface de la forêt ivoirienne a disparu ces 60 dernières années. Pour comprendre ce phénomène, nous vous emmenons dans une forêt classée. Elle est située à l'est du pays, où plusieurs villages se sont coalisés pour lutter contre des planteurs clandestins de cacao. Vous allez le voir, des planteurs qui détruisent littéralement la forêt. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Samuel Bernard. Pour faire fuir les planteurs illégaux, la méthode de ce groupe anti-déforestation est simple. Dans cette forêt située à l'est du pays, le risque d'altercation est réel. C'est donc armés et en nombre que les membres de l'association Sauvons la forêt classée de Bossé-Mathieu organisent leur ronde hebdomadaire. Nous venons avec un nombre conséquent pour une question de sécurité. Parce que nous ne savons pas si les exploitants clandestins là sont armés ou pas. À l'arrivée de ce groupe, les planteurs illégaux de cacao ont disparu. Reste une zone de défrichage, véritable cimetière d'arbres à ciel ouvert. Dans cette forêt classée, les arbres sont tués un à un grâce à ces feux collés au tronc. Puisqu'ils ne peuvent pas les abattre à travers avec les tronçonneuses, donc ils arrivent, ils mettent le feu et le feu fait son travail, quoi. En 10 ans, 55% de cette forêt située à l'est du pays a disparu. Un gruyère forestier dont chaque trou est une plantation de cacao clandestine. Une catastrophe écologique à l'origine de la création de cette association qui rassemble 10 villages. Aujourd'hui, ces communautés locales se sentent abandonnées par leur gouvernement. Personne, aucune autorité n'a pris même le petit téléphone pour nous dire bonjour et essayer même de nous rencontrer malgré nos efforts. Ces 5 dernières années, l'État a pris de nombreuses mesures pour lutter contre la déforestation. Insuffisante selon ce chercheur qui travaille depuis plus de 40 ans sur le cacao en Côte d'Ivoire. Il estime que 40% du cacao produit dans le pays serait issu des forêts classées. Pour empêcher la disparition des dernières forêts ivoiriennes, il appelle à changer de méthode. L'État a prouvé son incapacité à protéger les forêts. Et donc c'est sans doute avec une partie de la population qui a la volonté de la protéger qu'il faut travailler. Alors que la COP 15 débute en Côte d'Ivoire, les membres de l'association Sauvons la forêt de Bossé-Mathieu espèrent faire entendre leur message. Samuel Bernard, notre correspondant à Abidjan, rebonsoir. Vous suivez donc à la COP 15 qui a lieu à Abidjan. Les planteurs illégaux de cacao, ça fait partie des défis à relever en Côte d'Ivoire et donc des sujets abordés à la COP. Le pays, la Côte d'Ivoire, a perdu 92% des forêts primaires depuis 1961.
Alors oui, tout à fait. Alors la déforestation en Côte d'Ivoire, c'est un sujet très sensible et ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que derrière en fait l'industrie du cacao est un facteur essentiel pour comprendre ce phénomène. Vous avez entendu les chiffres qu'a exprimé donc François Ruff. 40% du cacao produit en Côte d'Ivoire serait issu de forêts classées, donc des forêts protégées en fait par la loi ivoirienne. Alors le souci de ces forêts primaires en Côte d'Ivoire, c'est que ce sont des forêts extrêmement fertiles, ce sont des forêts qui sont donc très rentables et très attractives pour des planteurs illégaux. Ce que vous avez vu dans le reportage, c'est en fait un phénomène qui date des années 70. Le défrichage par des planteurs illégaux, c'est une tendance très lourde et qui s'est accélérée dans certaines forêts, comme la forêt donc, de Bossé-Matier, qui a donc perdu, ça on vous l'avez entendu dans le reportage, 55% de son territoire ces 10 dernières années. Alors il y a donc cette déforestation qui est donc liée à une agriculture familiale clandestine, qui sont donc le fait de populations souvent venues du Burkina Faso, qui en fait sont des populations pauvres qui viennent essayer de se constituer un patrimoine terrien, mais donc il n'y a pas que cela, ça c'est le côté populaire on va dire, mais il y a aussi une agriculture qui est, une déforestation illégale qui est celle liée au trafic de bois, un trafic qui a d'ailleurs fait parler de lui tout récemment, puisqu'une enquête du confrère Vincent Duhem, confrère donc à Jeune Afrique, a révélé qu'un audit pour trafic de bois visait actuellement la SODEFOR, la société qui est en fait en charge de la protection des forêts. Donc voilà pour les points, on va dire négatifs, en tout cas des points qui sont les difficultés pour ce gouvernement qui a pris des mesures malgré tout ces dernières années, des mesures sur la traçabilité du cacao. Le lien est direct puisqu'il y a cette mesure, ce projet d'un cacao zéro déforestation. Il y a aussi des brigades qui ont été mises en place, des brigades anti-déforestation avec cette fameuse brigade verte chargée donc de traquer les planteurs illégaux. Alors aujourd'hui, le président donc a annoncé ce plan, l'initiative d'Abidjan, un plan à 1,5 milliard d'euros qui doit réhabiliter les sols et les forêts du continent. Voilà, c'est une proposition ambitieuse, mais malgré tout, les environnementalistes avec qui j'ai parlé saluent cette promesse, mais attendent surtout des résultats sur le terrain. Proposition ambitieuse de Alassane Ouattara. Merci beaucoup Samuel Bernard à Abidjan. Justement, on va l'écouter, le président ivoirien. La désertification et la sécheresse sont source de migration et de conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des ressources naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Arnaud Goffier, une réaction peut-être à ce qu'a dit justement Alassane Ouattara. Il y a une autre statistique qui est sortie aujourd'hui. Bien sûr, ça ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, à la fois la déforestation, la sécheresse. Le scénario du business as usual, comme on dit, conduirait à la détérioration supplémentaire d'une surface de terre équivalente à celle de l'Amérique du Sud en 2050. C'est vraiment la sécurité alimentaire du continent africain qui est en cause. Et exactement, vous l'avez dit, la sécurité alimentaire du continent africain, mais aussi la sécurité alimentaire mondiale qui est en cause à cause de ces questions de désertification et de dégradation des terres. On parle beaucoup de désertification, mais il faut aussi caractériser ce qu'est la dégradation des terres. On a des sols qui sont de moins en moins productifs, qui s'appauvrissent, et tout ça est accentué par le réchauffement climatique qui, lui, est de plus en plus fort. Donc on est dans un phénomène d'auto-entraînement mondial, Afrique, mais ça ne touche pas que l'Afrique. Ça ne touche pas que l'Afrique. Benoît Biteau pourra en parler, je pense, mais en France, on peut considérer que certains sols de Beauce sont des sols dégradés, sont des terres dégradées. Ce sont des sols qui n'ont plus de matière organique, qui n'ont plus aucun potentiel productif si on ne leur amène pas des engrais minéraux. Pour revenir sur ce que disait le président Ouattara, certes c'est ambitieux, mais vous avez tous entendu les chiffres, comme moi, 90% de la forêt déforestée, coupée en Côte d'Ivoire, il ne reste plus grand-chose à sauver. Donc du cacao, zéro déforestation en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire c'est facile, mais il y a quand même plus grand-chose à sauver aujourd'hui, malheureusement, en Côte d'Ivoire. C'est terrible à dire. C'est terrible à dire. D'où l'intérêt de restaurer aussi des forêts, de replanter des forêts, pour aussi sauver la production de cacao, qui souffre. Le fait, en fait, d'avoir coupé les forêts
génère du stress sur la production de cacao, qui est un arbre qui a besoin d'ombre, et ils ont de gros problèmes agronomiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire liés à ça. Benoît Biteau, vous êtes député européen, mais vous avez aussi une ferme en agroforesterie, c'est ce qu'Arnaud Gauffier signifiait. Vous constatez donc vous-même un appauvrissement des sols, y compris en France. Vous tirez la sonnette d'alarme ce soir? Oui, absolument. Oui, bien sûr, on a tiré avec cette agriculture productiviste, intensive, basée sur l'utilisation des substances de synthèse, les engrais, les pesticides. On a, par les pesticides et les engrais de synthèse, tué la vie des sols, qui participent à leur bon état, et qui participent à leur fertilité. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a affaibli en matière organique ces sols, et donc on est en train de perdre la fertilité de ces sols. On le voit bien sur les démarches qu'on appelle ici à l'Union européenne le carbon farming. On dispose de cartes aujourd'hui où on a des potentiels de stockage du carbone, et ceux qui ont le plus gros potentiel de stockage de carbone aujourd'hui sont ceux qui sont dégradés, c'est-à-dire effectivement le bassin parisien, la Beauce, la Brie, la vallée de la Garonne, où cette carte montre qu'on a complètement, dans des logiques court-termistes, affaibli la fertilité de ces sols. Et on voit d'ailleurs les rendements commencer à s'inverser sur ces zones-là. Thomas Friand, une réaction peut-être, vu que vous êtes l'économiste de ce plateau. L'appauvrissement des sols concerne tous les continents. C'est également le constat que vous faites. C'est la réalité, vous avez raison. 70% vous avez parlé tout à l'heure d'un chiffre un peu différent, mais 75% des écosystèmes terrestres sont affectés par l'économie humaine, avec en effet des pertes de rendement agricole, des économies entières qui s'effondrent. Sur le sujet spécifique de la COP 15 contre la désertification, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi l'approche régénérative, c'est-à-dire d'apporter des solutions en matière de restauration de forêt, puisqu'en fait, ce qui se joue, c'est la disparition des forêts dans toute la bande sahélo-saharienne. Les objectifs qui sont énoncés sont extrêmement ambitieux, mais ils ne sont pas, pas à la hauteur, pas tout à fait conformes de ce que, déjà au niveau des Nations Unies, dès 2014, avec la déclaration de New York, on fixait. Et si je rappelle le fameux défi de Bonn qui fixe les objectifs mondiaux en termes de restauration de forêt, on est à 350 millions d'hectares. On est très loin de ça. Il faudrait investir pour y parvenir 400 à 600 milliards d'euros d'ici 2030. Donc c'est beaucoup plus que 1,5 milliard dont on parle à Alassane Ouattara. Voilà, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire. Donc à l'échelle de la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement ambitieux. Il faut saluer cet effort-là. Mais c'est aussi un appel à la mobilisation générale de la communauté internationale, y compris parce qu'il y a des bénéfices extrêmement importants sur le plan économique. Je rappelle cette étude du Forum économique mondial qui est sortie cette année, qui explique que quand on restaure correctement avec tous les bons principes environnementaux pris en compte qui ont été dictés il y a à peine 30 ans dans les principes de Rio, au sommet de Rio, au sommet de la Terre. Quand vous investissez $1 dans une forêt bien restaurée, vous pouvez générer jusqu'à $30 de valeur ajoutée à distribuer dans les communautés locales. Donc ça aussi, un vecteur d'espoir qu'il faut entendre, cet investissement. C'est avec pas des engagements qui ne sont pas tenus, en tout cas depuis toutes ces années. Vous nous avez retrouvé, Emmanuel Sec, vous êtes en direct avec nous d'Abidjan, environnementaliste, coordinateur du programme à Enda Énergie. C'est une ONG sénégalaise. Merci d'être avec nous. Il y a cette image finalement qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a beaucoup choqué, cette image des girafes. C'est la première fois en fait qu'on voit des girafes mourir à cause de la sécheresse. Ça a beaucoup entraîné de fortes réactions. Elles seraient plus de 100 000 dans toute l'Afrique, ces girafes, c'est-à-dire 5 fois moins que les éléphants. Alors ça se passe dans la Corne de l'Afrique. Cette sécheresse qui menace d'ailleurs de famine 20 millions de personnes, le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes à cette COP, vous êtes sur place, est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme et est-ce que finalement les conséquences les plus directes sont justement la famine des humains et des animaux? Oui, merci. Je vous remercie donc de me donner l'opportunité d'intervenir sur votre plateau. Effectivement, nous étions depuis hier à un segment de haut niveau où un appel a été lancé, donc un appel fort pour davantage considérer la question de la sécheresse, de la désertification au niveau de différents pays qui sont affectés, notamment les pays de la Corne de l'Afrique, donc vous l'avez tantôt cité. Mais disons, cette sécheresse n'affecte pas uniquement la flore ou la faune. Beaucoup d'humains sont concernés et vous voyez certainement dans certaines zones des déplacements de population, massifs d'ailleurs, donc vers des territoires qui sont beaucoup plus prospères. Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé aussi à Madagascar et au Mozambique, où on a eu quand même, disons, des impacts très marqués sur les populations. Donc
Je pense qu'il y a eu un appel des chefs d'État, des ministres, pour davantage considérer ces questions de sécheresse, de désertification et même de déforestation, parce que j'entends parler de la question de la foresterie, des questions aussi d'engagement des jeunes et des femmes, mais des questions de migration. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de zones qui sont affectées par la désertification, les populations sont en train de quitter les localités, donc pour venir certainement en ville, ou bien après les villes, ils vont traverser la Méditerranée pour regagner l'Europe ou d'autres zones qui sont, disons, les plus prospères. Arnaud Gouffier, vous pouvez rebondir sur cette question des réfugiés climatiques. On en parle peu, on sait très bien que ça va être vraiment une très grosse problématique, en tout cas dans les années qui viennent. Comment faire face ? Oui, c'est une problématique qui arrive avec le réchauffement climatique, avec la dégradation des terres, comme ça a été dit. On a face à nous des vagues de migration de plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde, notamment liées à ces phénomènes. Il y a une initiative qu'il faut saluer, qui a été lancée par l'Union africaine il y a quelques années, en 2014, qui est la Grande Muraille Verte, qui vise justement à combattre ces migrations en essayant de fixer les populations, en leur apportant des revenus, en leur apportant aussi des terres qui sont plus productives. La Grande Muraille Verte, c'est quoi? Ça consiste à financer la plantation d'arbres depuis la Mauritanie jusqu'à l'Érythrée. C'est 8000 km. Hein, voilà, en fait, ça va d'est en ouest. On va regarder, on a d'ailleurs trouvé une carte, 8000 km, mais elle peine à se concrétiser, cette muraille verte, puisque j'ai vu qu'il n'y a qu'entre 4 et 20% de l'objectif qui soit réalisé. Ça démarre. On a eu quand même une impulsion forte ces dernières années, notamment par le Sénégal. Le Sénégal a engagé de gros programmes de reforestation dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Donc c'est parti. On manque de financement. On l'a dit tout à l'heure, les financements sont pas là, sont pas à la hauteur du défi de la restauration des terres, que ce soit sur de la plantation de nouvelles forêts, de la reforestation, sur de la restauration de terres agricoles dégradées. On a des centaines de millions d'hectares, voire des milliards d'hectares qui sont dégradés à travers le monde. On connaît les techniques pour restaurer, planter des arbres pour restaurer des forêts, mais aussi restaurer des terres agricoles qui soient productives et qui permettent aux personnes, aux gens de vivre de leur production agricole et de rester sur le territoire qui les ont vus naître. Thomas Friant, un mot sur cette muraille verte. C'est toujours le financement qui manque et puis peut-être aussi les frontières entre les différents pays, les conflits. Ça la rend très compliquée. Il y a deux défis. À la fois, il y a un défi économique, de faire advenir sur le terrain les financements qui ont été engagés, parce qu'en réalité, politiquement, les engagements ont été pris, notamment lors du One Planet Summit dédié à la biodiversité qui a eu lieu en janvier 2021. Et c'est peut-être ça qui est intéressant d'observer dans la raison de la venue du président de la République, Emmanuel Macron, pour voir s'il va veiller au respect des engagements qu'il avait chaperonnés à ce moment-là. Et le deuxième défi, il est géopolitique, parce que cette bande sahélo-saharienne qui va de Dakar à Djibouti, en plein milieu, on a le Mali, le Tchad, toute la zone du Sahel dans laquelle la France est en train de perdre une capacité d'appui technique à ces grands programmes de restauration et de reforestation qui sont le principal outil pour lutter contre la désertification, le plus grand programme, le plus ambitieux. Justement, on va à Niamey tout de suite retrouver Harold Girard, notre correspondant. Harold, bonsoir. Alors vous, au Niger, vous avez fait un reportage sur l'accès à l'eau. Le Niger a connu une sécheresse, la plus forte sécheresse depuis 10 ans. C'était l'année dernière. Votre constat, il y a près de 40% des rendements agricoles en moins en 2022 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la désertification, c'est une crise qui ne peut pas être endiguée d'un coup d'un seul. C'est pour ça que les statistiques prennent beaucoup de temps à sortir. Ces 5 dernières années, c'est l'ONU, des institutions internationales, mais aussi l'État qui ont voulu faire remonter les chiffres. Et on atteint ce chiffre désastreux en 2021 de 40% de rendement agricole en moins. Alors pour une population qui est à 80% survie par l'agriculture, qui pratique une agriculture de subsistance, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent eux-mêmes, mais aussi leur famille, c'est un drame. En fait, on ne peut pas l'appeler autrement. Ça produit directement un chômage massif par endroit au Niger, mais aussi une inactivité qui se généralise sur le territoire et un exode rural vers ces villes. Ces populations qui viennent des milieux ruraux, lorsqu'elles arrivent en ville, en fait, lorsqu'elles arrivent dans une capitale comme celle de Niamey, elles n'ont pas les qualifications nécessaires pour survivre en fait dans le milieu professionnel. Elles n'ont pas de qualification dans le milieu tertiaire.
tertiaire et malheureusement elles viennent rajouter une couche de pauvreté à la ville, une couche dans les secteurs qui sont les quartiers qui sont le plus touchés par la mendicité. Cette perte de leur activité unique, elle se traduit aussi par un problème que beaucoup voient venir depuis longtemps, c'est qu'il y a de plus en plus de gens au Niger. Il y aura bientôt 30 millions de personnes à la fin de la décennie contre 24 millions maintenant. C'est un problème qui ne s'arrête pas et tout ça dans un contexte écologique qui se dégrade. Alors la première activité qui est l'agriculture qui perd de plus en plus de personnes, de travailleurs à cause des conditions et les villes qui gagnent de la pauvreté. Tout ça est un gros problème pour le gouvernement qu'on essaye de rattraper. Mais la grosse ironie, en fait, c'est que toutes ces personnes qui vivent dans des milieux ruraux sont assis littéralement sur des nappes phréatiques très riches au Niger. En fait, dans le sous-sol nigérien, il y a beaucoup d'eau, mais les moyens logistiques, les moyens financiers pour exploiter ces ressources sont bien loin de la portée de ces populations rurales qui doivent attendre l'aide des ONG, de l'État, des structures internationales. Et on voit même naître en fait des frictions entre les gens qui aident et les gens qui se font aider, puisque ces populations subissent des problèmes qui sont de plus en plus urgents, des puits qui s'assèchent, comme on peut le voir dans le tournage que j'ai fait. Et de l'autre côté, les associations, les ONG ont des réponses qui ne peuvent pas aller à la vitesse de la progression de la désertification ici au Sahel. Merci Harold Girard en direct de Niamey. Emmanuel Sec, vous êtes toujours avec nous à Abidjan. On voit bien que la gestion de l'eau est fondamentale et que malheureusement cette sécheresse provoque des conflits, de nombreux conflits locaux. C'est ce que nous disait Harold Girard. Plus en ajoutant effectivement les réfugiés climatiques, ça fait beaucoup de troubles. Oui, mais il faut juste comprendre que aussi ces zones de désertification qui sont arides ou semi-arides ont des potentialités. Donc, ils ont des potentialités énormes. Donc, vous pourrez comprendre que dans le domaine agricole, qu'on puisse au moins mettre en place des modèles ou des business au niveau de la transformation, c'est-à-dire avec certaines chaînes de valeur. Si on prend par exemple au niveau du pastoralisme ou de l'élevage, on peut prendre la chaîne de valeur lait, qui est produite durant les saisons de pluie dans certaines zones qui sont affectées par la désertification, ou on peut créer par exemple de petites unités solaires de collecte et de stockage de lait. Après maintenant, c'est de mettre des micro-entreprises pour la transformation de ces produits-là. Vous comprendrez ou vous conviendrez avec moi que la zone du Sahel est une zone aussi où on trouve suffisamment de balanites, on appelle le dattier du désert, avec lequel on peut avoir des sous-produits, soit pour l'alimentation, pour le cosmétique ou bien pour la médecine. Donc il y a vraiment d'opportunités dans ces zones-là et on l'a souligné tantôt en parlant de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, pour nous, on voit cela au-delà de la reforestation. Il faut qu'on arrive réellement à créer des pôles de développement rural intégrés. C'est-à-dire voir au niveau quels sont de ces les obstacles quelles sont les opportunités d'affaires. Emmanuel Sec. Les obstacles, on l'a cité. Un des premiers obstacles, c'est la question de la ressource en eau. Pour avoir l'eau dans ces zones-là, il faut aller vers la nappe phréatique, sinon, et cela demande des moyens techniques. Les forages que nous avons présentement fonctionnent avec le gasoil. Et nous, ce que nous mettons en avant, c'est qu'on puisse solariser ces forages-là, qui contribueraient d'une manière comme une autre déjà à la réduction des émissions, parce que nous savons tous que le combustible fossile contribue, disons, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a cette question d'accès à l'eau, mais il y a aussi ces questions d'orientation politique, parce que nous avons toujours vu les collectivités ou les localités comme des pourvoyeurs de matières premières. Et les investissements ou la transformation se fait souvent au niveau des villes. Il faut que ces zones-là puissent avoir des installations qui puissent leur permettre au moins de développer certaines activités, notamment ce que je disais, les petites entreprises, qui impliqueraient davantage une meilleure professionnalisation, c'est-à-dire des organisations paysannes, des collectivités de femmes, par exemple, qui travaillent sur certaines activités ou certains domaines et qui rendraient beaucoup plus prospères ces zones-là, notamment
ce qui se trouve au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte. Donc pour nous, la Grande Muraille Verte va au-delà de la reforestation, mais constitue une opportunité vraiment d'affaires et de développement des populations au niveau local. Pourvu qu'on arrive à maîtriser disons, l'accès à l'eau, donc qui est l'accès à l'eau qui est donc fondamental, hein, vous le dites. On va quitter le continent africain pour aller justement retrouver Thomas Nicolon à Lima, au Pérou. C'est notre correspondant dans la région, correspondant donc au Pérou, mais aussi au Chili. Thomas, vous êtes avec nous. Alors au Chili, les lacs sont presque tous à sec. Près de 50% des municipalités du pays sont déclarées en pénurie d'eau. Le Chili est donc confronté à une méga sécheresse. Et la population de Santiago, ce qui est tout de même assez incroyable, est contrainte maintenant à des rationnements drastiques d'eau. Comment on l'explique justement au Chili ? Alors, la sécheresse qui frappe le Chili depuis 13 ans, déjà, s'explique principalement par deux raisons. D'abord, et c'est la raison la plus importante, c'est le réchauffement climatique. Les rivières et les lacs qui entourent la capitale Santiago se sont asséchés. Il y a la rivière Mapocho, par exemple, qui traverse la ville de Santiago, qui a vu son débit baisser de 57% en 2021. 2021 qui a d'ailleurs été l'année la plus chaude enregistrée dans la région, avec des températures allant jusqu'à 50 degrés en Argentine ces derniers mois. La deuxième raison qui explique cette sécheresse, c'est le fait que l'eau est un bien privé au Chili, un bien marchand, pour reprendre les mots de l'organisation Greenpeace. Les droits d'exploitation de l'eau sont morcelés entre différentes entreprises et ça rend très difficile l'élaboration d'un plan commun. Et puis il y a la rédaction, en réaction au fait que l'eau soit un bien privé, il y a en ce moment la rédaction d'une nouvelle constitution au Chili et il est prévu qu'il y soit indiqué que l'eau soit un bien commun et non un bien privé. Et la population chilienne va voter pour valider ou non cette nouvelle constitution en septembre prochain. Alors comment fonctionne le rationnement au Chili? Et dans la capitale, Santiago, il y a un système d'alerte en 3 étapes. D'abord, c'est les restrictions sur les eaux non indispensables. Le deuxième niveau, c'est une réduction du débit au robinet. Et le troisième niveau, eh bien, ce sont des coupures d'eau qui peuvent aller jusqu'à 24 heures. Et le système est un système de rotation pour qu'un quartier ne soit pas affecté par cette coupure d'eau 2 jours de suite. La sécheresse au Chili entre donc dans sa 13e année et le gouverneur de la ville a rappelé qu'il s'agissait d'une situation sans précédent et qu'il fallait se préparer à ce qu'il n'y ait tout simplement pas assez d'eau pour tous ceux qui vivent dans Santiago et dans sa région. Et voilà, ce n'est pas seulement en Afrique, mais également donc en Amérique latine. Merci beaucoup Thomas Nicolon. Donc vous étiez à Lima, au Pérou, avec nous. Arnaud Goffier, retour en Europe. Hein. L'agriculture est dans le viseur, dans justement les causes. Elle est responsable de 80% de la déforestation, 70% de la consommation d'eau douce. Comment la rend-on plus durable ? Alors, la rendre plus durable, il y a énormément de possibilités pour rendre notre agriculture plus durable. D'une part, vous parliez de la déforestation. Cette déforestation, elle a lieu essentiellement sur le continent sud-américain, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Elle est liée à nos modes de consommation, en tant que pays développés notamment. Donc, une façon de lutter contre cette déforestation liée à l'agriculture, c'est de manger des aliments qui ont besoin de moins d'espace pour être produits, c'est-à-dire manger moins de protéines animales au sens large, moins de viande, en particulier moins de bœuf, moins de poulet nourri au soja brésilien. Donc il faut tout revoir. Donc il faut tout revoir, beaucoup plus végétaliser notre assiette. Ça, c'est en tant que consommateur. Et après, sur les modes de production, là, on a énormément de leviers entre nos mains sur l'agroécologie, éviter d'avoir des sols qui soient laissés à nu l'hiver ou l'été, d'avoir des sols qui soient couverts en permanence, remonter le taux de matière organique des sols pour améliorer leur capacité de stockage de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement entre la nécessité de la productivité de l'agriculture, y compris en Europe, via la PAC? On voit qu'aujourd'hui justement il faut accélérer parce qu'il y a une guerre en Ukraine, donc on n'a plus ces exportations et justement cette agroécologie qui demande peut-être plus de temps, un traitement différent des sols. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question que beaucoup se posent et qui est beaucoup mise en avant, notamment par la FNSEA, le syndicalisme agricole majoritaire, comme on dit. Mais les stocks sont là. Les stocks de céréales sont là.
Aujourd'hui, c'est plus un problème de commerce mondial, de déblocage des stocks. La FAO l'a montré dans ses prédictions là, de production sur les céréales cette année. La FAO, en 2022, prévoit une prévision de production de céréales en hausse par rapport à 2021. Le problème, c'est qu'on va avoir des restrictions à l'export en Russie, par exemple. Donc ces céréales ne vont pas forcément atteindre les marchés qui en ont besoin. D'autre part, quand on passe au bio, par exemple, on a une chute de rendement. Effectivement, on produit moins à l'hectare. Mais derrière, si on consomme moins de protéines animales qui nécessitent énormément d'espace, on peut tout à fait compenser cette perte de rendement. Et encore une fois, je dis, il y a une perte de rendement dans beaucoup de cas, mais elle n'est pas systématique. On a des techniques en bio qui permettent de produire autant, voire plus, en combinant des cultures notamment. Benoît Biteau, justement, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que vient de dire Arnaud Gauffier? Vous, j'imagine que vous prenez ce type d'agroécologie, même si parfois il peut être contradictoire avec justement... Oui. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est les études qui sont conduites par les détracteurs d'une agriculture qui fait référence à l'agroécologie et qui sont en train d'instrumentaliser la crise géopolitique en Ukraine. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas de sujet sur la possibilité d'approvisionner des populations qui étaient traditionnellement des clients du blé ukrainien ou du blé russe. Il suffit par exemple de redéployer les 20% de céréales qu'on met dans le réservoir de nos voitures et on a du blé pour nourrir les Égyptiens. On peut aussi, et je rejoins complètement ce qui a été dit, réduire notre alimentation carnée, notre alimentation laitière aussi, parce que le lait est aussi une protéine animale qui consomme beaucoup de soja par exemple, et on libère des productions pour satisfaire les besoins. Ça veut dire modifier le style de vie. Mais pas seulement notre style de vie, c'est-à-dire qu'on peut aussi manger du lait ou de la viande qui sortent d'animaux qui sont des herbivores et qui mangent de l'herbe. Est-ce que vous vous rendez compte de la révolution que je vous propose? C'est faire manger des herbivores faire manger à des herbivores de l'herbe. C'est des fondamentaux, c'est ce que faisait mon grand-père qui était né au 19e siècle. Donc revenons à des fondamentaux et vous verrez que ça va bien se passer et on allume véritablement des cercles vertueux. C'est-à-dire que les sols qui sont en train de se dégrader, avec des logiques basées sur le maïs et le soja de l'autre côté de l'Atlantique pour nourrir des animaux, va se reconstituer si on y remet de l'herbe, si on y remet des prairies. On va trouver une alimentation de bien meilleure qualité si on nourrit des herbivores avec de l'herbe. Donc en vérité, c'est manichéen. Il y a un cercle vicieux, celui qui est accompagné par les politiques publiques, et la PAC en particulier, et le cercle vertueux qui consiste à reforester, à remettre de la matière organique dans les sols pour que les sols retrouvent des réserves utiles en eau, à effectivement éviter des sols nus, de manière à ce qu'on évite que l'agriculture continue de participer à l'accélération du dérèglement climatique et qu'au contraire, elle participe à l'atténuer. Et on aura aussi beaucoup moins de difficultés par rapport aux tensions qui sont actuellement en train de se mettre en œuvre autour de la ressource en eau. Et ce sur quoi je voulais insister, c'est ce cliché qu'on a l'habitude de répandre, qui consiste à dire que, par exemple, l'agriculture biologique produit moins que l'agriculture conventionnelle. Ça fait 15 ans que je suis paysan bio, ça fait 15 ans que je produis autant, voire plus, que mes voisins qui utilisent de l'irrigation, qui utilisent des pesticides, qui utilisent des engrais de synthèse. C'est juste que l'agriculture qui est productive, c'est l'agriculture qui fait référence à l'agroécologie, qui prend soin du capital sol, qui prend soin de la biodiversité et qui, du coup, prend soin aussi de notre santé. Donc, encore une fois, c'est manichéen et je ne peux plus laisser, j'ai été membre du conseil scientifique de l'INRA pendant 6 ans, les études qui visaient à vouloir comparer l'agriculture biologique avec l'agriculture non biologique étaient des études dont je pouvais donner la conclusion avant même de débuter. Parce que les protocoles de comparaison, c'est juste scandaleux, ces protocoles-là. Il faut reprendre de A à Z les logiques agronomiques qui font qu'une agriculture qui s'appuie sur des logiques agronomiques peut facilement concurrencer une agriculture conventionnelle. Ceux qui résistent, et je vais vous le dire très, très simplement, ceux qui résistent, c'est ceux qui ont intérêt à continuer de nous vendre des engrais de synthèse, des pesticides, pourquoi pas des équipements d'irrigation. Mais parce que moi, une agriculture comme celle que je pratique, je suis autonome, je n'achète plus de semences, je n'achète plus d'engrais, je n'achète plus de pesticides. Vous devez vous douter que je ne suis pas le grand ami de Bayer ou de Saint-Gentin qui demande par la voix de son directeur de supprimer l'agriculture biologique.
Thomas Friand, une réaction peut-être justement sur l'agriculture? Je pense que monsieur le député a raison, il ne faut pas opposer de façon caricaturale l'agroécologie avec d'autres modèles. En revanche, il n'est pas non plus nécessaire de caricaturer la situation géopolitique telle qu'elle est, puisque la Russie, l'Ukraine, vu la production de blé qu'elle représente les premiers fournisseurs d'aide au programme alimentaire mondial. Et ce qui est en jeu, c'est 200 millions de personnes qui risquent de subir la famine. Ce qui est intéressant dans ce débat, pour bien sortir des logiques manichéennes, et je pense que ça a été dit avec sincérité, avec passion, il y a des initiatives qui sont intéressantes à l'échelle européenne sur ce sujet. La Commission, et c'est pour ça que la présence de von der Leyen sera intéressante, a initié au Parlement et au Conseil ce projet de loi sur la déforestation qui a pour objectif en effet de créer une responsabilité pas seulement des producteurs agricoles, mais de tous les producteurs qui pourraient, par leur activité économique, selon leur chaîne de valeur, jusqu'à des zones comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique, dans l'échelle de l'Union européenne, provoquer la déforestation, importer de la déforestation, puisque, en effet, ça représente, selon la FAO, 10 millions d'hectares par an, c'est-à-dire la surface de l'Islande qui est déforestée chaque année. Et pour ça, il n'y a pas seulement ce travail qui est porté par l'Union européenne, parce que c'est un sujet de commerce mondial qui est bien posé. Se tenait la semaine dernière, juste avant la COP15, le congrès forestier mondial de la FAO, et j'ai été effaré d'entendre me dire la directrice générale déléguée de la FAO que pour la première fois, ils allaient faire travailler les ministres des Forêts et les ministres du Commerce ensemble pour pouvoir enfin avoir des conversations sérieuses sur la lutte contre la déforestation le long des chaînes de valeur. Donc on voit bien qu'il y a des sujets pour sortir des débats manichéens, à réinventer les politiques. Est-ce qu'on n'est pas trop dans l'affichage? C'est un peu le problème. Là, je crois qu'on est vraiment dans le dur plutôt que dans l'affichage, justement, quand on se dit au niveau de la FAO, il va falloir faire travailler dans la même pièce les ministres du Commerce et les ministres de l'Environnement. On sort des caricatures parce que ces gens-là, ils ont des choses très sérieuses à se donner. Il n'y a pas seulement d'ailleurs que les questions commerciales. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la lutte contre la déforestation, mais quand on prend le paysage général de la dégradation des sols, il y a aussi l'enjeu de la savanisation, qui est l'étape un peu soft, entre guillemets, de la désertification, puisque là, on le sait, hein, aujourd'hui, l'Amazonie, elle est en train de subir un sort qui est gravissime, et le sort qui précède la désertification, c'est la savanisation, et on sait qu'à horizon 5 ans, on a le poumon de la planète qui sera savanisé. Est-ce que le problème, parce que vous parlez de multilatéralisme, de coopération, est-ce qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui dans un désordre mondial, beaucoup plus qu'un ordre mondial? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre, justement, de ces grandes idées, alors que tout le monde devrait se mettre, effectivement, autour de la table? Mais qu'à chaque fois qu'ils le font, finalement, on est plus dans l'affichage que dans... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'exécution, Arnaud Gauffier? Ça fait longtemps qu'on parle de désertification. Et là, aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme à un point... Oui, non, la situation est gravissime. Ça, on peut pas le nier. Après, on est quand même là sur des actions qui vont être prises, notamment par la Commission européenne. Ça, c'est un point très important. Cette directive sur la déforestation importée, demain... Si vous êtes un fabricant de chocolat, par exemple, en Europe, vous devrez prouver que le cacao qui a servi à fabriquer votre œuf de Pâques n'a pas provoqué de déforestation. Sinon, vous ne pourrez pas importer ce cacao en Europe. Et cette traçabilité aujourd'hui est totalement fiable. Cette traçabilité aujourd'hui, elle existe sur certaines matières premières, pas sur toutes. Et je voudrais pas sur quelle matière première, par exemple? Sur le soja, elle est complètement imparfaite. Sur le textile aussi. On a beaucoup de mal à remonter jusqu'à la chaîne. Sur le textile aussi. Sur le bœuf aussi, on a d'énormes problèmes. Le bœuf qui vient du Brésil, je ne parle pas du bœuf élevé dans le Cantal, hein. Mais sur plein de matières premières, on a des traçabilités qui sont très, très imparfaites et qui sont liées, qui sont laissées aux acteurs économiques. Il faut une gouvernance qui soit supranationale et au-dessus des acteurs économiques et ne pas... Mais cette gouvernance, c'est ça le problème. C'est qui, en fait, cette gouvernance? L'Union européenne prend la main, là. L'Union européenne prend le lead. On a les autorités. Se met en position de leader sur la déforestation importée. Et on sait que les normes édictées par l'Union européenne, souvent, percolent ensuite au niveau mondial. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Je voudrais juste revenir sur un point très important, 2 mots qu'a dit Benoît Biteau. Mais faire manger à des herbivores de l'herbe, ça peut paraître un poncif, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui en Europe. On a 60% des céréales produites ou importées en Europe qui servent à nourrir des animaux. Donc il y a peut-être une hiérarchie à remettre en place pour lutter pour ces questions de sécurité alimentaire mondiale, au niveau européen d'abord. D'abord, réserver la production agricole pour nourrir des êtres humains, ensuite peut-être pour nourrir des animaux d'élevage, et ensuite pour faire rouler des voitures ou voler des avions. Le problème aujourd'hui, c'est que cette hiérarchie est complètement inversée. On va terminer cette émission tout de même en retournant...
Oui, vous êtes d'accord, hein, j'imagine, Arnaud Gauffier, je vous entends. Emmanuel Sec, toujours donc à Abidjan, puisque c'était le démarrage de cette émission, puisque c'est là qu'a lieu cette fameuse 15e COP. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Parce que ça va durer jusqu'au 20 mai, cette COP. Est-ce que vous ne vous dites pas tout de même que c'est la 15e, et puis il y en aura encore d'autres? Et finalement, voilà, à chaque fois, il y a le GIEC qui tire à la sonnette d'alarme, l'ONU ce matin. Et finalement, les progrès, il y en a quelques-uns, on l'a vu dans cette émission, mais ils sont tellement insuffisants. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites qu'il faut baisser les bras, où on devient passéiste? Non, loin de là. Je pense qu'un des intérêts d'avoir ces conférences de partis, c'est surtout d'interpeller la conscience mondiale sur les problématiques que nous vivons actuellement, que ce soit la sécheresse ou bien d'autres problématiques relatives au changement climatique, comme l'érosion côtière, la salinisation des terres ou bien les tempêtes, c'est-à-dire les désastres. C'est de questionner aussi quelque part, nous, nos modes de production et de consommation. Je pense que sur le plateau, cela est revenu souvent. Nos modes de production, c'est-à-dire le profit que nous recherchons par rapport à, disons, à notre production, n'est pas favorable à la durabilité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'arriver vraiment à résoudre l'équation profit et durabilité. Donc, si on arrive à résoudre cette équation-là, on devra Mais cette équation-là, pardonnez-moi, Emmanuel Sec, une bonne durabilité. Cette équation-là, vous la faites par État ou c'est plusieurs États qui doivent se mettre ensemble? Ça doit d'abord avoir lieu au niveau national, j'imagine. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Oui, c'est au niveau national, c'est au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Juste pour vous donner un exemple, si vous le permettez, un coton-culteur, par exemple, du Sahel, lorsque le prix du coton est en baisse au niveau mondial, est obligé de déforester pour accroître ses hectares et avoir une productivité beaucoup plus importante. Donc vous voyez que les questions sont liées. Donc ce que nous attendons pour revenir sur la conférence, c'est de vraiment avoir ce mouvement mondial pour la restauration des terres. Donc pas uniquement les pays qui sont effectivement touchés, mais que tous les parties prenantes puissent se sentir impliquées dans ce processus, parce que la sécheresse qui se déroule en Afrique n'épargne pas, disons, la Méditerranée avec le mouvement massif de migrants que vous pouvez comprendre. Et maintenant, si on investit sur les terres au niveau en Afrique, cela permet de créer de l'emploi et de fixer au moins les jeunes au niveau de leur terroir. Et c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'on arrive à créer vraiment des pôles au niveau de ces collectivités-là pour que les jeunes, au lieu de travailler par exemple sur une saison de pluie qui dure environ 3 à 5 mois si on maximalise, pourraient au moins toute l'année trouver de l'emploi et aussi permettre à ce que leur collectivité et leur localité se développent. Donc nous, c'est ce que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire porter davantage ce sujet-là de la sécheresse, de la désertification au niveau mondial. Il nous faut un mouvement de masse, il faut massifier la compréhension et aussi avoir un engagement fort, pas uniquement des pays affectés, mais des pays développés. On l'a souvent dit, la question du financement est primordiale. La question du financement est primordiale et Alassane Ouattara demande 1,5 milliard, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette COP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Sec. Merci beaucoup à vous, Benoît Biteau, également, en duplex de Bruxelles. Merci à Thomas Friand. Merci beaucoup, Arnaud Gauffier, d'avoir été avec nous. Merci à tous nos correspondants qui nous ont rejoints lors de cette émission. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.